Mylène, je pouvais pas commencer ça autrement qu'avec toi. C'est gentil. Puis, en plus, je vais commencer, après ça, je vais te laisser te présenter puis tout ça, mais c'est drôle parce que hier, dans la presse, il y avait un article sur les chiens. Tu sais, on commence à en parler de plus en plus dans les médias. Nous autres, c'est présent dans nos vies depuis longtemps parce qu'on gagne nos vies grâce aux chiens. Mais les médias ont toujours été un peu... on en parle souvent des médias plus distants. Puis c'est en lien, l'article du 9 décembre 2022, Isabelle Ducas. Elle parlait de la population canine qui augmente à Montréal et le nombre de morsures qui est croissant aussi. Fait qu'il y avait... Ah, intéressant, je savais pas. Il y avait 250 morsures recensées en 2019 versus 300 en 2022. Fait que c'est quand même en pourcentage, une augmentation. Attends, répète. 250 cas de recensés en 2019. Après COVID, en 2022, on est à 300. OK. Il y a 50... je reprends les lignes d'Isabelle Ducas, la journaliste. Donc, 50% des Montréalais ont des chiens ou des chats. C'est énorme. Ça fait 110 000 nouveaux ménages qui ont acquis des chiens ou chats durant la pandémie. Bon, c'est peut-être ça aussi qui explique l'augmentation des morsures. Il y a un lien... Oui, certainement. Il faudrait lire l'étude, mais oui. Fait que le nombre de chiens à Montréal a augmenté de 37 depuis 2017. Ça fait 158 000 chiens recensés en 2021. OK. Fait que, tu sais, je pense que notre travail... La population canine grandit. Augmente. Les problèmes aussi. Oui, ben c'est sûr. Puis je pense que notre travail prend une importance, puis ça prend une ligne différente. Mais là, je mets ça de côté. Faut s'intéresser à qui tu es. Moi, je sais qui t'es parce qu'on a travaillé sur quelques projets ensemble, dont un de présence animalière dans un CHSLD qui a plus ou moins abouti, question de budget, de fonctionnaires qui, à mes yeux, ont mal géré un peu le dossier, mais on avait un projet entre les mains qui était vraiment intéressant. On s'est quand même fait les dents sur quelque chose. Qui sait, peut-être que ça reviendra. On va nous rappeler. on a... Qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Des émissions de télévision. Sur Vichy, t'es venu collaborer 2 fois. On avait parlé d'agressivité, on a déjà abordé la médication, tout ça. Fait qu'on se connaît. Évidemment, nous autres, on se connaît, puis je pense que c'est réciproque. J'allais dire, on s'apprécie beaucoup, mais en tout cas, moi, je t'apprécie beaucoup. Notre dynamique est vraiment le fun. Fait que c'est Mylène Chauvet, qui est... Chaumette. Ah ben, on se connaît tellement que tu connais même pas mon nom de famille. En fait, je le gâche tout le temps, toutes les fois que je le nomme, parce que je t'appelle toujours Mylène. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que t'as mis le Chaumette et le Carvel ensemble, je pense, c'est pour ça. Donc, ça fait Chauvette. Est-ce que le Carvel, on le nomme aussi? Non, mais c'est correct. Non, c'est le nom de mon mari. Fait que Mylène Chaumette. Ouais. Éthologue. Docteur en éthologie. Ouais. Qu'est-ce qu'un éthologue? Ah, on commence par ça. On n'a pas le choix. OK, c'est bon. Ben, en fait, l'éthologie, c'est une branche de la biologie qui s'intéresse à la science du comportement animal, mais aussi humain. Ça, faut le savoir, parce que quand je suis arrivée au Québec, moi, on m'a tout de suite mis dans la catégorie de la fille qui était spécialiste des animaux. Mais j'ai travaillé surtout beaucoup en cognition, donc la science cognitive chez les animaux. Oui, mon modèle d'étude, c'était l'animal non humain, mais j'ai travaillé beaucoup sur le primate, donc chimpanzé, gorille, etc. Fait que c'est ça, l'éthologie, c'est pas juste animal non humain, c'est aussi humain. C'est aussi humain. Exactement. Et puis, une des recherches qu'on peut faire ou des domaines d'études, c'est la relation humain-animal, justement. Ouais. Fait que, c'est un peu ça qui nous a... C'est un peu comme qui ça nous que a fait nous rencontrer, ouais, exactement. Puis je me rappelle de... Je pense que c'est une des premières phrases que tu m'as dites quand on parlait d'agressivité versus la médication. Ouais. Puis je m'en rappelle très bien. Puis pour ceux qui ne l'ont pas, je pense que c'est saison 1, une émission 2 ou 3 de Vichy. Oui. Puis tu m'avais lancé, j'ai dit, ben tu sais, la médication dans certains cas. Puis là, avec ta réserve et un peu de gêne, tu avais dit, mais peut-être que ça fait pas partie de la solution. Ben pour certains, tu sais. Oui, c'est parce que tu me disais que tu voyais beaucoup de personnes qui venaient malgré qu'ils avaient commencé un traitement médicamenteux, tu sais. Puis c'est ça ce que j'avais souligné, c'était que peut-être soit c'était pas... Enfin, rapidement, parce qu'on n'avait pas abordé non plus les choses dans de grands détails, mais tu sais, c'est quoi? Soit c'est pas la bonne option, soit c'est que c'est pas suffisant. Puis là, je veux qu'on soit clair aussi, parce que les polémiques aujourd'hui avec les médias sociaux, les gens s'emballent vite. Ni un ni l'autre avons dit qu'on était contre l'usage de la médication. Non. On s'est juste permis de se questionner.
Ouais. Puis on est arrivés tous les deux avec notre expertise à comprendre que c'était pas, j'allais dire l'arme, mais c'était pas la solution ultime, la médication. Puis moi, je me suis même avancé avec des propos qui ont fait réagir l'Ordre des médecins vétérinaires en disant que ça me troublait, cet usage-là que je trouvais abusif parce que souvent mal diagnostiqué, mais on partira pas là-dessus. Non, exactement. La médication peut être utile, je réitère. T'inviteras un vétérinaire à ton micro, puis il pourra Absolument. répondre à des questions que, tu sais, nous, on n'est pas des spécialistes, fait que voilà. Fait qu'on on ferme cette petite parenthèse-là parce que je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais exactement. tous les sujets relatifs au comportement m'interpellent, puis quand j'en parle avec toi, ben ça fait des discussions qui peuvent durer... des heures. On peut faire de l'overtime. Ouais, c'est ça. Fait que je ferme cette parenthèse. On vous en fait profiter, du coup, aujourd'hui. Tant que les gens nous trouvent aussi intéressants qu'on peut se trouver intéressants, c'est ça qui est le plus important. Donc, t'es éthologue. Ouais. Les sujets qu'on aborde le plus quand on se rencontre, c'est... Ben, il y a l'entraînement avec toutes ces méthodes, ces façons de faire, puis il y a beaucoup de controverses, puis fait que ça, c'est un sujet qu'on aborde souvent ensemble. Mais avant ça, j'aimerais... je te lance une question assez large, puis tu sais, c'est un peu le mandat du podcast Le Chien Chaud, de savoir... d'aider à trouver la meilleure place possible pour le chien dans la société. Fait que je te lance un peu là-dessus. Toi, par rapport à ce que tu entends, ce que tu vis comme éthologue, puis comme... Ben, déjà, juste avant de répondre à ta question, maintenant, tu sais, je suis beaucoup moins sur le terrain avec les chiens, fait que je connais pas forcément les statistiques ou, tu sais, comme tu m'as annoncé, là, les morsures, etc. Fait que maintenant, je travaille plus avec les humains, justement, qu'avec les chiens. Peux-tu c'est ça. en parler un petit peu? Parce que c'est intéressant. Ben, c'est ça, parce que, en fait, dans le fond, quand je suis arrivée ici, moi, j'ai travaillé beaucoup avec, sur le chien, des évaluations de chiens, etc., à des fins d'intervention auprès des personnes. Puis c'est là que je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup aussi simplement l'intervention auprès des personnes, en fait. Donc, tout ce qui est aller stimuler les différentes sphères du développement, les sphères cognitives, socio-affectives, etc. Donc, ensuite de ça... Et puis, tu sais, l'utilisation du chien dans l'intervention, il y a des fois, tu sais, ça venait un peu me chercher dans mes valeurs aussi. Fait que... Bref, je me suis tranquillement, pas vite. Oui, vas-y. Peux-tu développer un petit peu là-dessus? Parce que c'est intéressant. C'est intéressant au travers de tes expériences professionnelles de savoir qu'est-ce qui t'a interpellé ou dérangé. Ben, dans le fond, c'est juste que je me suis posé des questions sur les façons de faire, par exemple, ou comment faire rentrer justement ce chien ou ce troisième individu dans la triangle, en fait, thérapeutique. À des fois, je trouvais qu'on utilisait le chien plus comme plus de manière instrumentale que dans la sphère relationnelle, puis établissement d'un lien, etc. Mais, tu sais, je veux dire, ça peut se faire, c'est correct. C'est juste qu'il y a différentes avenues, puis moi, j'avais envie d'explorer peut-être d'autres avenues. C'est ça. OK. Fait que... C'est quelque chose que j'aimerais éventuellement... qu'on reparle ensemble dans un autre épisode. Parce que c'est ce que je fais maintenant en ce moment, tu sais, en collaborant avec différentes personnes qui ont des chiens sécuritaires. Là, moi, j'essaye j'essaye des nouveaux outils, on va dire, à l'aide du chien, puis avec des personnes avec lesquelles je travaille maintenant. Il y a toujours le chien dans tes interventions. De temps en temps, c'est ça, mais pour moi, je le vois plus comme une corde supplémentaire à mon arc dans ma valise d'intervention, si tu veux. Puis c'est pas avec toutes les personnes. Il y a des personnes qui sont pas du tout disponibles ou comme sensibles à la présence du chien. Fait que avec ces personnes-là, ça ne sert à rien. On va utiliser d'autres choses. Mais fait que c'est ça. Vas-y. Non, ben juste pour dire, comme je disais, tu sais, moi, j'ai été toujours mise dans la catégorie de la fille qui était spécialisée sur l'animal. Puis là, présentement, j'ai repris des études, du coup. Donc, j'ai mon doctorat en éthologie, donc en sciences cognitives et comportementales. Puis là, je fais un DESS en intervention comportementale auprès des personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme pour justement faire valoir, tu sais, que l'éthologie, ça reste quand même
du comportement, de la cognition. Puis finalement, ce que j'apprends dans mes cours, c'est vraiment le fun, mais c'est ça. Ça reste qu'on part quand même de la même base en éthologie, fait que Absolument. c'est Puis, vraiment intéressant. Je veux que tu en parles au moins une petite 30 secondes, une minute de ce projet-là, parce que je le trouve extraordinaire. Tu sais, ton implication. Ouais. Tu sais, j'allais dire ta transition. C'est pas une transition, c'est juste ton évolution. Et qui a fait que tu t'es retrouvé dans un projet avec des enfants. Là, ils ont les jeunes avec lesquels je travaille. Parce que c'est beau ce projet-là. Ben, c'est ça, les jeunes avec lesquels je travaille, c'est des personnes qui ont une déficience intellectuelle, puis d'autres troubles associés pour certains. Puis c'est un programme spécialement pour les 21 ans et plus parce que ces personnes-là, en fait, une fois qu'elles ont atteint l'âge de 21 ans, elles sont plus prises en charge en fait par le gouvernement. Les familles ont plus forcément d'aide en fait. Ils vont plus à l'école. C'est difficile de retrouver des lieux d'accueil. Fait que souvent les familles vont juste se réorganiser pour les garder à la maison. Puis c'est quand même beaucoup de stress sur les épaules des parents. Puis, là, moi, je travaille dans un organisme qui a ouvert un projet dont c'est moi la responsable, dans le fond, où on crée un programme d'activité pour ces jeunes-là qui ont 21 ans et plus dans le but de maintenir leurs habiletés, leurs acquis, mais développer aussi leur autonomie. Fait qu'on va travailler différents objectifs avec chacun d'entre eux, puis c'est tous les vendredis pour le moment, puis éventuellement, ça va... Ouais, c'est vraiment le fun. Puis on va en reparler de ça aussi dans un autre épisode. Évidemment, moi, je l'ai pris pour acquis, là, mais les gens le savent pas, mais tu vas être une collaboratrice régulière parce que j'ai l'impression que je viens toujours me regrounder avec toi. Je vais échanger sur l'entraînement avec différents entraîneurs, que ce soit Joanie Dion ou d'autres. On va parler avec des historiens, on va parler avec des chercheurs, mais... Ouais, cette multidisciplinarité-là, elle est importante là, pour absolument. Mais moi, j'aime ça revenir à mes bases puis me re-questionner avec toi là-dessus parce que j'aime vraiment ce que tu m'apportes au niveau professionnel et personnel. Puis je pense que il faut le partager avec les gens. C'est réciproque, là, je veux dire. J'aime ça, nos échanges aussi. Moi aussi, ça me fait me questionner des fois. Je veux dire, t'as une autre expérience, un autre point de vue des fois, puis c'est hyper enrichissant. Je trouve notre équilibre ensemble, depuis le début qu'on se dit l'expérience de terrain que j'ai et la scolarité que tu as mis ensemble avec des discussions avec d'autres professionnels, c'est ce que j'aurais voulu qu'on m'offre il y a plusieurs années pour devenir meilleur, mais ça arrive aujourd'hui avec l'expérience que j'ai, puis c'est parfait aussi. J'aurais aimé ça l'avoir avant, mais c'est peut-être ça qui fait que j'ai tant envie de le donner aussi. Que le monde assiste à des discussions comme celle-là, ben, je pense que ça va faire évoluer les professionnels de notre domaine. Puis inversement, les gens ils vont certainement te poser des questions aussi, d'aller plus loin sur certains. Oui, puis j'invite les gens qui écoutent le podcast à aller soit sur la page Facebook ou Instagram pour... Posez-nous des questions. Posez-en des questions, que ce soit pour Mylène, juste le préciser quand vous avez des questions qui s'adressent un peu plus à Mylène, puis on fera des segments peut-être plus précis sur des questions plus pointues avec Mylène, mais c'est clair que tu vas revenir pour plusieurs épisodes. Fait que tu vas être une collaboratrice régulière. Pour moi, c'est un must. J'aimerais ça revenir à... Je parlais... Je vais pas aller aux méthodes d'entraînement tout de suite avant d'aller là, parce que c'est un sujet très chaud. Les méthodes. J'aimerais ça que tu me parles un peu de l'éthique. Dans Vie de chien, tu m'avais lancé ça aussi en entrevue. On n'avait pas élaboré, mais tu avais dit une des choses les plus importantes, c'est l'éthique. Puis là, moi, ça m'a percuté, sans me disant, mais l'éthique en lien avec les méthodes d'entraînement ou avec les attentes qu'on a. Fait beaucoup de gens se ramènent à l'importance de ce code-là, mais en fait, c'est quoi ce code-là? C'est qu'il n'y en a pas, en fait, c'est ça le problème. Parce qu'en fait, des codes d'éthique, il y en a dans beaucoup de domaines. Mais par rapport à, si on parle vraiment d'entraînement canin ou d'éducation canine ou je sais pas, tout ce qui est en relation avec le chien, que ce soit même les chiens de travail, etc. Alors peut-être que je parle à travers mon chapeau et que je sais pas tout, puis si je sais pas tout, ben dites-nous ce qu'on sait pas. Si vous avez des informations et tout ça, n'hésitez pas à nous en faire part. Mais parce que c'est correct de lancer des choses, mais il faut avoir quelqu'un qui va dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas respecté au niveau de l'éthique. Moi, on est prêt à l'entendre. Tout le monde veut l'entendre, mais en même temps,
elle est où la vraie réponse? Ouais, qu'est-ce qui existe, en fait? Parce que moi, je peux parler un peu de ce que je sais, mais je sais pas tout, voilà. Fait que, dans le fond, quand je disais l'éthique, c'est parce que je trouve que ça manque, justement, de professionnels qui pourraient se regrouper. En fait, un comité d'éthique, je sais pas si on peut prendre l'exemple de, par exemple, expérimentation animale. Prenons cet exemple-là, qui depuis les années 2000, là, maintenant, je crois que même c'est 2013 en France, si je me trompe pas, ou au niveau européen. Tu sais, maintenant, c'est obligatoire quand tu déposes, quand tu veux faire une recherche expérimentale et utiliser l'animal, c'est comme pharmaceutique ou peu importe, là. Il faut que ton protocole expérimental, il passe devant un comité d'éthique. Puis ce comité d'éthique, il est composé de différents professionnels. Donc, ça peut être des vétérinaires, ça peut être des personnes qui travaillent directement avec les animaux, tu sais, dans les laboratoires, dans tout ce qui est les soins, tout ça. Oui, il est diversifié. Puis ça prend aussi des personnes complètement externes aussi. Ce qui est très important dans les comités d'éthique, c'est d'avoir des personnes qui ont un regard neuf, en fait, sur les choses. Fait que les protocoles, ils sont soumis à ça. Puis tu sais, t'as différentes règles, là, comme la règle des 3 R, par exemple. Donc, la règle des 3 R, c'est de remplacer, déjà. Donc, c'est-à-dire que si jamais ton protocole expérimental, tu peux le faire avec autre chose que des animaux, ben, il faut que tu le fasses. Donc, ça, c'est le premier R, c'est remplacer. Là, je suis en train de faire un parallèle dans ma tête, genre utilisation des chiens à des fins, je sais pas moi, chiens de police ou chiens, tu sais, genre. Chien de travail. On pourrait faire ce parallèle-là là, pour le fun. OK? Pour attiser. Je te laisse aller pour le fun. Ouais, c'est ça, voilà, pour le fun. On jase, là, OK? Le deuxième R, c'est, donc on a dit remplacer, réduire. C'est ça, réduire. Donc, réduire, c'est-à-dire, une fois qu'on a décidé que le premier, on ne pouvait pas le faire, c'est-à-dire que de toute façon, on ne peut pas remplacer, puis ça nous prend des animaux. Ben, réduire, c'est-à-dire qu'on va, toujours pour avoir quand même des données probantes, là, c'est-à-dire des données au niveau statistique qui fonctionnent, puis avec lesquelles tu peux avoir des conclusions, il te faut quand même un minimum d'effectifs, de nombre d'animaux. Donc, réduire, c'est d'arriver à trouver cet équilibre-là. Donc, encore là, on est dans une espèce de balance là, entre le bien-être animal, mais aussi le bien-être au niveau sociétaire. C'est qu'est-ce en fait, ce code d'éthique-là que tu parles, c'est au niveau scientifique. Scientifique, recherche en France. Non, ici aussi, ça existe. Aussi. Ouais. Okay. Puis le troisième R, c'est le raffinement, je crois. Attends, je vais juste regarder pour avoir vraiment le bon nom. C'est raffinement. Donc, le raffinement, en fait, c'est que tu vas utiliser des méthodes qui vont être le moins contraignantes possible et qui vont être le moins délétères au niveau de la santé et du bien-être de l'animal. Ouais, intéressant. Est-ce que tu crois que ce modèle-là, je veux nous ramener à... Ben oui, mais c'est pour ça que j'en parle. Je lance ça comme ça. Moi, je sais pas là, si ce serait quelque chose qui pourrait être faisable, mais je trouve que ce modèle, il est quand même intéressant. Déjà, rien que le fait d'avoir un comité qui puisse se regrouper avec différents professionnels, mais tu sais, aussi du... Mais Mylène, je t'interromps. Parce que peut-être que c'est une évidence pour toi, mais dans quelle application? Parce que là, tu fais le parallèle c'est là que j'allais en venir, parce que je ne veux pas partir non plus dans tous les sens, mais si on parle de, par exemple, d'avoir comme un encadrement, si je peux dire, je peux utiliser le mot comme ça, sur les pratiques les pratiques pour les intervenants en éducation canine, par exemple, qui sont sollicités par monsieur et madame tout le monde parce qu'ils ont des problématiques de comportement avec leur animal. Tu sais, je pense que peut-être pas pour toutes, mais pour certains cas, ce serait intéressant de pouvoir avoir une table de concertation ou... Oui, vas-y, tu voulais me dire quoi? En fait, je veux juste, pour que les gens comprennent, parce que c'est difficile de s'y retrouver, là. Ouais. Tu sais, je pense que ce que tu veux nommer, c'est ce qu'on peut appeler, puis là, essayez pas de comprendre chaque rôle. Je vais les nommer, juste pour que les gens sachent que... Mais tu sais, il y en a qui s'appellent éducateurs canins, il y en a qui s'appellent intervenants canins, il y en a qui s'appellent... les entraîneurs font partie de ça Maître aussi. chien. Les maîtres chiens, les intervenants en comportement canin, les comportementalistes. Est-ce qu'un comportementaliste est nécessairement un vétérinaire? Bon, tout ça est pas clair pour le grand public.
Ça, moi, comme intervenant, comme consultant dans mon domaine, je sais que pour les propriétaires de chiens qui recherchent des ressources pour se faire aider, c'est vraiment pas clair, mais ça ne l'est pas pour moi. Fait que c'est clair que... Puis là, je mets un peu de côté ce sujet-là, mais juste pour que les gens comprennent que là où tu t'en vas, beaucoup d'intervenants. C'est que tous ces intervenants-là pourraient faire partie d'un comité d'éthique qui aiderait... certains, si tu veux, parce qu'un comité d'éthique, il faut que ça reste quand même, je sais pas, peut-être une dizaine de personnes, mais en tout cas, je voulais pas dire tous les travailleurs du chien mais du pourrait y Québec, avoir comme un code ou comme, tu sais, quelque chose qui soit un petit peu plus encadré. T'sais. Pour mieux aider le public puis les propriétaires de chiens. Puis pour que, justement, il y ait un consensus au niveau du bien-être animal, mais aussi humain, parce qu'on s'entend que le chien vit dans notre société, puis que comme dans tout, il faut trouver l'équilibre, en fait, entre ces deux choses. Ouais. Et que je pense que peut-être, il y en a certains qui vont peut-être être plus à regarder le bien-être du chien, mais peut-être des fois au détriment du bien-être de la famille. Tu sais, jusqu'à quel point les gens, ils sont capables de mettre en place des protocoles d'entraînement rigoureux, pétés. Fait que je pense qu'à chaque fois, et c'est ça qui serait intéressant, c'est que si chaque intervenant pouvait avoir certains dossiers qui sont plus compliqués peut-être à gérer, de pouvoir le soumettre à cette table de concertation, comité, voilà, je sais pas comment l'appeler, mais ça pourrait vraiment être enrichissant. En fait, il serait applicable, je crois, autant pour les chiens d'assistance, les chiens de travail, tous les corps policiers. Ce serait peut-être pas les mêmes membres de comité, mais oui. Exactement. Je veux juste dire que la mise en place de comités avec des personnes différentes, mais parce que les questions et les réponses sont pas les mêmes, puis la façon d'utiliser... Parce que le contexte n'est pas le même, Les attentes vis-à-vis du chien sont pas les mêmes, puis tout ça. Là, j'y arrive... Tu sais, moi, j'ai arrêté officiellement depuis au moins 1 an de faire des consultations. Parce que, tu sais, cette espèce de code d'éthique-là qui existe à moitié, là, mais moi, j'ai essayé de m'en faire un, tu sais. Puis, à un moment donné, je suis tombé vraiment mélangé par rapport à... Là, il y avait les méthodes. Fait que là, il y a les gens qui travaillent, les puristes, du renforcement... Je veux pas appeler ça le renforcement positif, parce que le renforcement positif, en soi, n'est pas nécessairement juste... du travail axé sur la récompense? Oui, parce que... en fait, OK. Peut-être on va juste... Attends, ça, on va y revenir. OK, vas-y. Parce que j'ai vu... Mais ça va être important quand même. Oui. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a 2 grandes... Mais on va revenir pour mieux le préciser, en fait. Mais il y a les fervents on va les appeler les fervents du renforcement positif, là, les puristes. Puis de l'autre côté, il y a les méthodes plus traditionnelles. Puis j'ai l'impression que traditionnel, c'est devenu péjoratif. Mais je pense... Peut-être par les puristes qui le voient comme quelque chose d'extrême. En fait, on est comme à deux extrêmes, mais je pense... Il y a un écart. Il y a comme un spectre. Puis là où... Oui, exact. Puis le spectre existe. Où il faut... Là où je suis tombé dans le piège, moi aussi, puis que je pense que que beaucoup de gens tombent dans le piège, c'est qu'on se questionne sur ce qui est correct puis ce qui ne l'est pas dans ces différentes méthodes-là. Mais en fait, moi, à un moment donné, j'ai pris du recul par rapport à ça parce que j'arrivais à rien. Okay? Pour moi, dans ma tête, il y a rien qui faisait du sens à juste réfléchir à ces méthodes-là en soi. Puis où ça s'est mis à prendre un certain sens, mais qui a fait que j'ai décidé d'arrêter de faire des consultations parce que dans ma tête, je devrais avoir des réponses plus claires. C'est sur... les objectifs qu'on veut atteindre avec les chiens. Tu sais, si, par exemple, on a un chien pour l'usage d'un corps policier pour poursuivre un bandit, dans le choix du chien et dans les méthodes... Comment? À Yorkshire, évidemment. Évidemment. Mais tu sais, dans le choix du chien, dans la génétique et tout ça, et dans les méthodes d'entraînement, c'est évident qu'on peut pas travailler de la même façon. Fait pour moi, avant de se questionner sur les méthodes qu'on va utiliser et commencer à bâtir un espèce de code d'éthique, il faut se questionner en tant que société sur qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif. C'est quoi nos attentes? C'est quoi nos attentes? Fait que moi, ça m'arrivait souvent, plus les années passaient, plus avec mes clients, les discussions tournaient autour de leurs attentes.
Fait que je leur disais, si vous avez tel type de chien, je donne un Malinois, lignée de travail depuis reproduit depuis 100 ans, pour quand il se retrouve dans ses réflexes de défense, toujours agressé, toujours être dans le fight, ben c'est certain que là, j'ai un chien que je vais devoir gérer différemment si je veux avoir un contrôle sur ce chien-là. Et là, ben, je disais aux gens, si vos attentes sont là puis que vous voulez avoir un parfait contrôle... Sont hautes, ouais. C'est relatif, mais sont à un endroit où il va falloir... Travailler fort, en fait. Aller contre nature, si tu veux dire. Aller contre nature, okay. Puis mettre une certaine pression, quelque chose que je ne peux pas renforcer. En fait, c'est quelque chose qu'il faut que je freine, pas quelque chose qu'il faut que j'encourage. Ce type de chien-là, va falloir que Mais tu vas pas faire juste le freiner, tu penses pas? Pardon? Tu vas pas faire juste le freiner, tu vas en parallèle travailler d'autres choses que tu vas venir renforcer. Absolument. Ouais, c'est ça, Absolument, exact. parce Mais que non, mais c'est toute la nuance de renforcement positif versus méthode traditionnelle. Tu sais, c'est comme, oui, tu vas peut-être, on va dire, punir certains comportements, c'est-à-dire la punition, ça veut pas forcément dire quelque chose de négatif, là, c'est juste que tu vas diminuer la probabilité d'apparition du comportement non souhaité, mais tu vas aussi, avec ta voix ou avec d'autres renforçateurs, tu vas aller renforcer, c'est-à-dire augmenter la probabilité d'apparition de nouveaux comportements que toi, tu trouves acceptables et qui sont acceptables pour le chien. Et que je vais récompenser. Et que tu vas récompenser, c'est ça. Donc, dans ce cas-là, tu fais les deux. Tu vois? Je vois, très bien. Puis ça, c'est... Puis moi, je pense que les gens qui disent qu'ils font que du renforcement positif, je pense que c'est un abus de langage. Ils font les deux. C'est juste qu'ils se rendent pas forcément compte. Ouais. Fait que les puristes, pour moi, souvent, m'atteignent parce que leur compréhension de l'entraînement est souvent faussée un peu par des données comme ça. Là. Fait en pensant être des puristes et en crachant sur la punition, qui est mal comprise, ça fait que là, on tombe facilement dans le jugement. Ouais. Et je pense qu'il faut faire attention aussi le mot punition ne veut pas forcément dire utilisation de méthodes aversives. C'est ça le truc. Peux-tu élaborer un peu là-dessus, Mylène? Parce que c'est-à-dire, les méthodes aversives, c'est ce qui provoque de la douleur chez l'animal ou de l'inconfort. Ou, c'est pas nécessairement ça. Puis, si on en vient à ça, ça veut pas dire utilisation de, je sais pas moi, collier à pic ou ce genre de choses. Il y a encore une fois, il y a comme un espèce de spectre. Ouais. Ça peut être juste une main sur l'arrière d'un chien qu'on exerce une petite pression. Ben là, on est en train de punir un comportement. Ouais. Et aujourd'hui, le mot punition... on n'est pas en train de punir, on est en train de renforcer, mais de manière négative, parce qu'une fois que le chien se sera assis, par exemple, on va retirer notre pression. Fait que là, on est dans du renforcement négatif. Mais bref, en tout cas, on ne va pas partir dans le vocabulaire très détaillé, parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais c'est juste de faire attention entre la punition et les méthodes aversives. T'sais. Puis encore là... Est-ce que la punition, c'est nécessairement... T'sais, pour moi, c'est une évidence, là, mais je te pose la question quand même. Mais pour moi, punir ne veut pas dire abuser. Et pour beaucoup de gens, même beaucoup de professionnels, il y a un lien direct entre la punition et l'abus. Puis là, on tombe facilement dans la... Là, aujourd'hui, on voit de l'abus partout. On voit aussitôt qu'il y a de l'inconfort et du stress, on l'associe à tu sais, un traumatisme, on en vit à peu près à tous les jours. C'est des petits... pas des traumatismes, mais en tout cas, oui, des situations dans lesquelles on apprend par punition, genre. Ouais. Oui, après des traumatismes, peut-être pas, là. En fait, si je m'échappe un marteau sur l'orteil, je vis un traumatisme. Ah, OK, ouais. Bon. En soi. Si les psychologues nous écoutent, ce n'est pas vraiment un traumatisme, mais oui, c'est une situation désagréable, c'est sûr, oui. Fait qu'aujourd'hui, tout ce qui est... Puis c'est pas pour autant qu'après, tu t'approcheras plus jamais d'un marteau. Tu vois? Oui, en fait, ça dépend de comment je vais l'avoir métabolisé. Comment tu vas faire ton apprentissage, puis il reste qu'un marteau, c'est utile dans la vie, puis que... Oui, puis tu sais, même tantôt, je pense que... Je te reprends ça. Tu sais, as parlé de l'utilisation du collier dans ton exemple. Tu disais, par exemple, à pic, par exemple, collier à pic. Mais je vais te donner un exemple où l'utilisation du collier
à pic peut, selon moi en tout cas, être parfait dans une relation. Tu sais, j'ai déjà eu en fait, tout dépend de comment on va l'utiliser. Fait que là, partez pas en peur, je suis pas en train d'encourager l'utilisation du collier à pic. Je suis en train de dire qu'il y a des situations où ça peut être une solution acceptable. Par exemple, j'avais une femme d'à peu près 80 ans en consultation il y a plusieurs années avec un Saint-Bernard qui pèse 180 livres. Puis elle veut que son chien marche au pied. Puis là, les gens vont se dire, pourquoi cette madame est en Saint-Bernard? On Ça, s'en vient. C'est peut-être pas le meilleur choix, mais souvent, comme entraîneur ou consultant, ben, mais on c'est est ça qui est devant ça. le fait accompli. Ouais. Fait que là, la dame a un Saint-Bernard, c'était vraiment pas parfait, mais elle en a un. Puis on travaille avec... je travaille avec des méthodes avec elle qui sont le plus convenable possible. Puis ça, oui, je mets de la pression sur le chien, sauf que dans mon code d'éthique à moi, c'est correct et c'est à la hauteur de ses attentes aussi. Fait que, mais j'y vais très smooth avec le chien, puis on a une progression relativement lente, mais on a une femme qui a un besoin relativement urgent. Ouais, je comprends. Fait que quand je finis ma consultation, ça fait plusieurs années de ça, mais quand je finis ma consultation, je vois dans le fond de son véhicule un collier à pic. OK. Fait que, puis je dis à la femme, mais qu'est-ce que ça fait là? Puis tu sais, avec beaucoup de culpabilité, elle me répond, ah ben je m'excuse Mathieu, c'est parce que je suis gêné, tu sais, puis je suis mal à l'aise, puis mais elle dit, c'est parce que quand je mets ça, il marche super bien au pied. Fait que, tu sais, mon premier réflexe a été de dire, mais pourquoi vous m'en avez pas parlé avant? Puis c'est la culpabilité qui fait qu'elle m'en a pas parlé avant. Sauf qu'on s'entend qu'une dame de 80 ans, tu sais, ma réponse spontanément a été, même si je vous demandais, c'est en farce, là, mais de faire mal à votre chien avec ce collier-là, vous seriez physiquement incapable. Fait que, juste d'y mettre, ça faisait qu'avec la force de la dame de... Ouais. OK? Avec ses capacités physiques à elle, Oui. ça faisait que le chien avait aucune douleur. Il y avait une pression. Ouais, c'est qu'il savait ce qui allait s'en venir, dans le fond. Donc, il est juste comme un avertissement, genre, OK, ça sert, je m'arrête là, puis, tu sais. Sans jamais l'avoir subi. Tu sais, Ouais. sans jamais avoir subi... Ben, peut-être que pour lui, tu sais, l'expérience qu'il a eue la première fois avec ce collier, c'était assez pour pas se rendre jusque-là. Exact. Fait que dans son cas à elle, qu'elle a jamais engagé personne pour y montrer... En fait, tout ce qu'elle a fait, c'est être allée dans une boutique, elle a acheté ce collier-là. Qu'on trouve plus maintenant, d'ailleurs. Il se trouve encore. Ah ouais, OK. Ouais. Il y a des... comme chez Mondou, je pense qu'il y a une politique maintenant que tout ce qui est aversif, Ouais, ils ils l'enlèvent, vendent plus, mais à Québec, ils en ont fait une loi. Mais encore là, reste qu'une loi, ça prend des gens pour l'appliquer. Mais je pense qu'à Québec, c'est une loi. Mondou, ça en est fait une politique. Ouais. Mais c'est pas en soi, mais peut-être que je me trompe, mais je pense pas que ce soit illégal au Québec de vendre ou d'utiliser ces outils-là. Je crois à Montréal, il me semble que c'est interdit. Mais je parle au Québec, il y a des municipalités peut-être Oui, il y a des municipalités, bref. On va laisser la politique être la politique. Ouais. Mais, tu sais, dans le cas de cette femme-là, elle va dans une boutique, elle achète un collier comme ça, elle n'est pas conseillée rien, elle a 80 ans, elle met à son chien, et son chien marche au pied. Elle n'a jamais... Problème réglé. Problème réglé. Elle n'a oui. jamais été abusive avec le chien. Elle n'est pas capable. Physiquement, elle n'est même pas capable. Puis on a un chien qui, physiquement et mentalement, est très fort. Fait que il sent une pression, de l'inconfort, il arrête, la femme est heureuse, le chien... Oui, toi, tu avais peut-être même pas observé qu'elle utilisait ça, finalement. Non, elle l'avait caché. Non, mais je veux dire, sur le chien, quand tu voyais le chien, son tempérament et tout. Ben non. Parce que c'est vrai que j'imagine que, enfin, tu sais, ces méthodes-là, ben, je veux juste regarder c'est quoi les conséquences aussi. C'est sûr que si le chien, il commençait à shaker puis à avoir d'autres complications, tu sais, là, dans ce cas-là, bon, on se dirait que peut-être c'était pas le bon moyen, puis tout ça, mais... Mais c'est pas le... Tu sais, mon propos est sur... Dans ce cas-là, de la façon que ça a été utilisé, à mes yeux, à moi, il n'y a pas d'abus. Parce que la femme serait même... Puis en fait, là, l'abus, il faut le définir aussi à un moment donné. C'est là que c'est facile de lancer des pierres, tu sais, puis de dire, tu utilises un... J'utilise pas ça, mais tu sais, dans ce cas-là, la femme utilisait ça, elle me l'a caché, je m'en suis rendu compte. Pour moi, il n'y avait pas d'abus là. Fait que le problème, ce n'est pas l'outil. Comme avec le collier électrostatique, ça, je vais en parler dans l'épisode
je vais en parler dans un épisode avec Joanie Dion, qui est entraîneur, qui maîtrise l'utilisation du collier électrostatique d'une façon... Quand je l'ai vu travailler avec ça, j'ai été vraiment sur le cul, puis j'ai été impressionné du chemin qu'elle prenait pour travailler avec ça. Vivre un stress. Là, à un moment donné, on est tellement aseptisé comme société que je peux pas dire que le chien a pas vécu de stress, sauf que j'ai jamais vu le chien être en douleur, puis j'ai jamais vu le chien dans une situation qu'il voulait fuir non plus. Fait que, bref, là, encore une fois, je suis pas un adepte, je suis pas en train d'encourager. Moi, je me questionne. Là, ce matin, ce qu'on fait, c'est qu'on se questionne. Fait que je veux pas que les gens catégorisent, je veux qu'ils écoutent, qu'ils entendent, puis qu'ils deviennent juste plus sensés dans ces réflexions-là. Mais je reviens toujours à l'utilisation d'un outil. C'est pas l'outil en soi qui est un problème. Fait que dans mon exemple, avec la dame de 80 ans et son Saint-Bernard, si les attentes de la dame, c'est que son chien marche au pied, cet outil-là, pour moi, dans cette situation-là, était correct. Mais la dame était remplie de culpabilité. Parce que ce qu'on entend socialement, au niveau... Cette pression sociale-là, de travailler avec un outil comme celui-là, j'ai dit, vous allez vous faire juger. C'est clair. Mais elle dit, mais là, moi, je m'en fous de me faire juger à mon âge. Elle a dit, l'important, moi, c'est que je me blesse pas quand je marche avec mon chien. Fait que, si la femme m'avait dit, moi, dans mes attentes, c'est contre mes principes ou contre son code d'éthique à elle d'utiliser le collier à pic, ben, j'aurais dit, parfait, on va diminuer nos attentes, on va travailler avec un collier plat. Mais là, il va y avoir un cheminement à faire. Puis là, demain matin, quand vous allez aller marcher, ça se peut que vous tombiez à pleine face avec votre chien. Fait que, tu sais, j'avais un résultat instantané. Ouais. En fait, c'est pas moi qui l'ai proposé, c'est elle qui l'avait. Elle me l'a caché qu'elle l'utilisait. Ouais. Puis c'est moi qui ai dit, ben arrêtez de venir me voir puis de dépenser de l'argent inutilement. Vous l'avez, la solution. Puis elle a dit, ouais, mais moi, elle dit, moi, je trouve pas ça abusif, mais est-ce que les gens vont trouver ça abusif? Fait que, tu sais, je me permets de se poser toutes ces questions-là, moi aussi. Ouais, ben c'est sûr que c'est compliqué parce qu'il y a... Ouais, c'est compliqué de répondre à toutes ces questions-là parce que ça prendrait, comme je te disais, beaucoup de personnes autour de la table pour donner son avis. Je trouve que c'est important. Puis tu sais, c'est limite une thématique de société, là, je veux dire. C'est un thème actuel de société. Tu sais, c'est la société qui devrait prendre la décision, tu sais, finalement. Est-ce qu'on laisse la petite dame marcher avec son Saint-Bernard avec un collier à pic, ou est-ce qu'on lui retire son chien? Ou est-ce qu'on pourrait éventuellement trouver des solutions pour sensibiliser la population un peu plus à justement bien sélectionner son chien, puis c'est quoi un chien, puis c'est quoi les impératifs biologiques du chien, puis... moi, les points que tu soulèves là, c'est des centaines, des milliers de questions qui méritent la peine, qui méritent d'être posées. Puis qui valent la peine d'être posées, puis les réponses sont pas... En fait, les gens recherchent des vérités. Puis ce n'est pas des vérités. Les réponses, il faut être prête à les entendre, à les comprendre, puis après ça, à prendre des décisions. C'est un cheminement, de toute façon. Fait que, dans le jugement, il faut faire attention. Dans le jugement des méthodes, puis comme je vais te donner un exemple extrême à mes yeux, les chiens d'assistance, peu importe l'organisme, pour certains, c'est abusif. Fait qu'aussitôt qu'on a peu importe les méthodes qu'on va prendre pour l'entraîner, il y en a pour qui un chien d'assistance, c'est abusif puis ça devrait être banni. Parce qu'on ne respecte pas le chien dans son intégrité, puis que là, qu'un chien qui aide un non-voyant ou qui aide un enfant autiste, ou peu importe comment il a été entraîné, dans sa tâche, pour certains puristes, on abuse du chien. Fait que, tu sais, moi, je suis pas capable de répondre. Moi, toute seule, je suis pas capable de répondre à cette question-là, à savoir si c'est correct ou pas. Tu sais, comme je suis mitigé. Mais c'est parce qu'en plus, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a, oui, en effet, les méthodes... mais comment dire? Au-delà des méthodes. Au-delà des méthodes, oui, mais voilà, c'est ça. C'est comment on sélectionne le chien, c'est quoi son tempérament. Est-ce que c'est un chien qui... Tu sais, comme tu disais tantôt, on parle des attentes de la personne vis-à-vis des objectifs qu'elle a à atteindre avec son chien, versus on regarde le chien, est-ce qu'il est capable, lui, d'aller là, tu sais? Mais supposons... Et c'est pareil avec les chiens d'assistance, par exemple, tu vois. Supposons, Mylène, qu'on a le chien parfait pour fitter dans ce travail-là. Ouais. Okay? Ben, t'as besoin de moins de temps d'entraînement, je pense. Absolument. Puis ça, c'est drôle, je vais faire
un épisode avec Bruno Pelletier, à qui, il y a 10 ans, j'ai vendu un chien parfait en lien avec ses attentes. Fait que j'ai dit, dépense pas de l'argent pour l'entraînement. Là. Je vais te vendre le chien que tu veux. Puis aujourd'hui, on est 10 ans plus tard, puis je vais recevoir Bruno pour échanger là-dessus. Mais pour moi, ça, si en tant que société, mais la solution n'est pas évidente parce que tout le monde ait un chien d'1 an parfait pour... Parce qu'on peut pas choisir le chien parfait à 6, 7, 8, 9 ou 10 semaines. Fait que ça prend des chiens qui ont un certain âge, environ 1 an, pour être capable de faire un choix judicieux. Mais là, ces chiens-là, ils vont être où chez des éleveurs? Mais il y a un coût aussi. Je me rappelle très bien que Bruno Pelletier m'avait dit « Ouais, mais Mathieu, dans le temps, j'avais vendu 4000 $, ce chien-là. » Si on recule de 10 ans, ben, il m'avait dit, je trouve ça... tu sais, aujourd'hui, c'est pas cher, c'est le prix d'un chiot. Mais il y a 9 ans, environ 9-10 ans, il dit, je trouve ça cher, Mathieu, quand même. J'ai dit, c'est relatif. Tu sais, j'ai dit, ce chien-là, chiot vaut 1000, 1500. Fait que moi, j'ai acheté un chiot que j'ai présélectionné. Je l'ai entraîné, je l'ai nourri, je l'ai sélectionné. Tu sais, puis j'ai mis tout le temps qu'il fallait pour l'amener à 1 an, pour dire, voici le chien pour toi. Ça a au bout de la ligne, je rentre même pas dans mon argent. Tu sais. Mais pour plusieurs, tu sais, ça va être... Ouais, mais tu sais, aujourd'hui, un chien entraîné vaut peut-être 10 000, 8, 9, 10 000. Sauf que tout... Tu sais, le choix est tellement judicieux, mais on n'est pas capable de se l'offrir présentement. Tu sais, parce que il va être tout ce chien-là pendant la première année. Ben là, s'il est chez un éleveur, il y a beaucoup de... Bref, ça, j'ai pas... C'est une solution à un problème, mais il y a un chemin à suivre pour y arriver. Puis là, la recette n'est pas évidente. Mais là, je suis en train de perdre le fil de mon idée. On parlait de... des chiens d'assistance, exact. Si c'était un chien que t'avais supposons, parfait, quoi, et t'as moins besoin. Fait que, supposons, tu vois, ça va m'arriver régulièrement de me perdre dans mes idées, mais je vais essayer de me ramener toujours le mieux possible. Là, je me ramène, on était à... Si on a le chien parfait, est-ce que dans son rôle, le chien parfait pour une tâche X, pour certains, dans son rôle, là où il voit de l'abus, c'est juste que l'humain l'utilise. Et là, tu sais, je comprends que ces gens-là peuvent être dérangés par la tâche. Sauf qu'il y a personne qui a... Il y a personne, tu sais, il n'y en a pas de code d'éthique qui a tranché, puis il n'y a rien. Fait que, tu sais, avant, tu sais, ces gens-là condamnent, c'est eux autres qui crient le plus fort. Ça fait peur à d'autres entraîneurs, à des organismes, mais en même temps, est-ce qu'on arrête de les utiliser? Est-ce qu'on arrête de les utiliser dans le cadre de la zoothérapie? Parce que ça aussi, on peut voir de l'abus. Le chien qui va voir des personnes âgées ou des enfants tous les jours, on peut trouver ça beau, mais on peut trouver ça laid si on se met dans le regard du chien qui, lui, sa seule fonction, c'est de se faire flatter. Ou il peut avoir d'autres, mais... Non, mais reste que de toute façon, on contrôle nos animaux. Enfin, faut arrêter de se voiler la face. On contrôle tous nos animaux. Je veux dire, ils sont en captivité, ces chiens-là. Là. Tu veux en parler un petit peu, Mylène, de ton point, de la domestication et de la captivité? Je suis curieux de t'entendre là-dessus. La domestication, c'est un processus quand même super long. Puis, tu sais, au niveau génétique, la sélection, etc. C'est une autre... Aujourd'hui, pour toi, je vais te poser la question autrement. Les chiens qu'on a aujourd'hui, est-ce que les gens qui disent que c'est des chiens qui sont est-ce que c'est des chiens... OK, je la formule le plus simplement possible. Est-ce que tu penses qu'on a des chiens juste domestiques ou on a des chiens qui sont captifs de nos demandes, de nos quatre murs, de nos laisses, de ton rapport à cette captivité-là ou à cette domestication-là? Du moment où tu sais, c'est nous qui choisissons quand est-ce qu'ils vont faire pipi, quand est-ce qu'ils vont faire caca, quand est-ce qu'ils vont prendre une marche, où est-ce qu'ils vont sniffer ou pas sniffer. Tu sais, c'est sûr que moi, je trouve que le monde, on contrôle vraiment beaucoup l'espace et l'environnement des chiens. Là. Après, ils se sont adaptés, ils s'adaptent avec ça, mais encore là, ce serait intéressant de voir un petit peu au niveau des statistiques ou des recherches scientifiques ce qui est... Tu sais, comme tu me disais qu'il y a plus, il y a plus de chiens, fait qu'il y a plus de morsures, mais... Est-ce qu'il y en a de plus en plus qui viennent en consultation pour des problèmes d'anxiété, par exemple? Est-ce que, tu sais, c'est clair. Mais... en fait, je parle pour moi. C'est clair que moi, ce que je vois, ça fait à peu près 25 ans que je suis en lien avec... Je parlais plus de données scientifiques. Mais oui, je comprends. Ton expérience, je te parle de mon expérience. De ton témoignage. Tu sais, comme par exemple, tu sais, j'entends souvent de différents entraîneurs qui me témoignent des choses qui disent... Le maudit harnais, tu sais, le harnais, depuis qu'on impose le harnais, légalement à Montréal, je pense que le chien, il faut qu'il y ait un licou ou un harnais, puis une laisse de 4 pieds. Là, il y a de plus en plus de gens qui se blessent parce que cet outil-là contrôle mal le chien.
Fait que là, c'est l'humain qui se met en danger avec un outil qui est souvent non approprié. Fait qu'on a un harnais qui est fait pour tirer, qu'on met sur un chien parce que la loi a dit que ça, c'est ce qui respectait le plus la nature du chien, puis que là, c'était confortable, c'était pas douloureux, ça créait le moins d'inconfort possible, tout ça. Mais ça, ce que ça a comme résultat, moi, je suis pas en train de juger ça. Je me questionne. Et je fais juste... Les faits, c'est que si on utilise un outil qui est le plus confortable possible, qui met le moins de pression, ben ça fait que le chien a plus de chances de tirer sa laisse, ce qui fait que... C'est parce qu'il faut quand même exercer un certain contrôle, entre guillemets, mais autrement, c'est-à-dire de... Mais il devient dangereux pour l'humain, parce que là, il y a plus de gens qui se blessent. Ouais, mais du coup, il y a quand même... Enfin, je veux dire, par là, que si je regarde de l'autre côté du spectre, certains vont répondre que, ben oui, d'accord, mais on a d'autres outils comme le renforcement positif pour renforcer les comportements appropriés. Donc, de renforcer quand le chien est comme proche de toi et pas qu'il est en train de tirer comme un malade au bout de son harnais, tu vois. Mais encore là, est-ce que tout le monde est capable d'utiliser ces techniques-là? Je sais pas. Ben, en fait, pour moi, est évidente la réponse. Comment Mathieu, l'entraîneur. Oui, c'est pour ça que tout est relatif et qu'il faut prendre en compte chacun individuellement dans sa situation, dans ses attentes, dans son contexte, avec ses différentes forces et défis, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça que je pense que quand tu veux... Moi, j'en ai jamais fait, OK, de consultation. Donc, je parle vraiment à travers mon chapeau là, mais c'est genre... Peut-être que je me trompe, puis parlez-nous si jamais vous avez d'autres avis et tout. On n'a pas la science infuse, puis on est là justement pour ouvrir un petit peu des sujets. Ouais. Fait que, je pense que ça va faire réagir beaucoup. Ben oui, par rapport aux méthodes. Puis tu sais, là, on parle vite, là, on pourrait aller un peu plus... Tu sais, on parle de contrôle, des choses qui sont... C'est des mots et du vocabulaire qui sont très condamnés. Fait que... on n'utilise peut-être pas le vocabulaire le plus approprié là, mais le but, c'est aussi de faire réagir les gens, là, on s'entend. Pour devenir juste meilleur. Mais parce que tous, on a envie de quoi? On a envie que ça d'un bien-être, tu sais. Ouais. Mais un bien-être pour qui? Est-ce qu'on regarde des deux côtés de la laisse et la laisse dans son ensemble, c'est-à-dire la société, là aussi, les attentes de la société. Il n'y a pas juste les attentes du propriétaire, mais il y a aussi... Tu sais, c'est comme multifactoriel, là. Fait qu'à un moment, il va falloir juste que tous, on se pose nos culs sur nos chaises et qu'on réfléchisse ensemble à ce qu'on fait, tu sais. Mais du coup, j'ai perdu mon idée que je voulais dire. Mais, tu sais, Mylène, je pense que... Je pense que dans notre entretien d'aujourd'hui, là, j'ai le goût de conclure sur ce que tu viens de dire. Puis je vais insister un peu, tu sais, je veux qu'on soit bien compris dans nos questionnements. Puis tu sais, j'ai rien affirmé, ou presque, j'ai peut-être fait des affirmations, mais le but est juste d'évoluer là-dedans, de se permettre de se les poser, ces questions-là, puis de répondre intelligemment. Fait que, tu sais, au niveau de l'éthique, au niveau des méthodes d'entraînement, au niveau de certaines définitions aussi. Tu sais, quand on parle tu sais, on cherche à mettre le chien toujours dans des situations le moins stressantes possible. Tu sais, ce stress-là, il faut le définir aussi. Est-ce que le stress, c'est sain? Fait que, tu sais, puis, tout ça, là, il y a des milliers... Fait que, aujourd'hui, là, je pense que... Ça prendrait des épisodes entièrement consacrés sur telle thématique. Si vous êtes intéressé, faites-nous signe. Exactement, on va le développer. Fait que je pense qu'on va conclure là-dessus aujourd'hui, que les gens vont comprendre l'objectif de ta présence. Tu m'aides à trouver des réponses, tu m'aides à me questionner le plus intelligemment possible. Puis mon rôle, ben, à travers le chien chaud, en fait, c'est mes questionnements à moi, puis mon évolution à moi aujourd'hui. C'est égoïste, tu sais, ce projet-là. Je veux juste devenir meilleur. Je me suis dit, si je mets ça au profit des gens qui l'écoutent, ben, je pense que comme société, on va emmener quelque chose de bien, tu sais, à travers ces questionnements-là. Et tu sais, c'est des questions qu'on s'est posées sur tout ce qui est justement la maladie mentale, là, par exemple. Tu sais, c'est au niveau éthique, les méthodes utilisées, etc. Tu sais, quand t'as un enfant qui se mutile, qui s'automutile, puis qu'il se prend des chocs électriques parce que à un moment, il faut qu'il arrête de se faire du mal, tu sais. Puis que là, il y a eu tout maintenant, tu sais, on sait, il y a des protocoles qui font que, tu sais, il y a un entonnoir, puis tranquillement, pas vite, ces méthodes-là, tu sais, ça arrive en dernier recours. Mais, tu sais,
j'imagine qu'ils ont eu toutes ces questions-là qu'on est en train de se poser. Tu sais, on parle maintenant de chiens, là, mais en même temps, on peut faire le parallèle avec d'autres l'humain. Animaux humains, tu sais. Ben, en fait, puis tu sais, On j'invite... parle d'humains, là, mais tu sais, on est des quand même comportements. des primates, fait que oui. Ben, c'est Mais- des comportements, à la base. Oui, on parle de comportement, fait que oui, on Puis parle tu sais, j'invite... on parle pas de punir ou de renforcer un individu, on parle de punir ou renforcer des comportements. Ouais. Ça, c'est bien dit, Mylène. Voilà. C'est très bien dit. Puis, tu sais, j'invite, s'il y a des professionnels, pas nécessairement du chien, Ouais. mais tu sais, s'il y a des psychiatres, des psychologues qui sont interpellés par notre conversation, et comme tu dis, probablement qu'ils ont... C'est clair qu'il y a des gens avant nous autres qui se sont posés ces questions-là, pas nécessairement sur les chiens, Exact. mais les réponses m'intéressent Exact, énormément. exact, Fait que, tu sais, ben j'invite les gens à poser des questions sur ce qu'on s'est dit, puis les professionnels de différents métiers qui se sentent interpellés par notre questionnement, le code d'éthique, l'entraînement. Tu sais, par exemple, l'utilisation de la camisole de force, ça doit probablement exister encore si c'est pour protéger un individu. Fait que si on applique une contention dans Camisole, peut-être pas, mais oui, contention, ceinture Contention. de contention ou, tu sais, isolement, la salle d'isolement. Oui, oui. dans le but de protéger La personne la elle-même, personne, ouais. ben, Et les autres. et les autres, effectivement. Est-ce que d'appliquer une contention sur un chien dans le but de protéger ou de modifier certains comportements, c'est acceptable aussi? Tu sais, on lance, il y a des... Puis on n'a pas fini d'en lancer des questions, Il faut juste regarder la fréquence et l'intensité de ça, en fait. et l'effet peut-être sur Le long terme ou sur le... Mais oui, exactement. Je pense qu'il y a tout à nuancer. Il faut juste arriver à... Il faut juste arriver à nuancer et avant de porter des conclusions trop hâtives sur des situations qu'on peut vivre ou voir, juste se questionner sur le pourquoi. avant de juger. Oui, avant de juger. Je pense que c'est hyper, hyper important parce que on s'entend, là, on voit bien que c'est pas simple. Ouais. et que justement, c'est tous ensemble qu'on va arriver à trouver peut-être des consensus. réponses ou un consensus. Ouais, exactement. Puis tu sais, moi, présentement, je fais plus de consultation. Fait que tu sais, je prends du recul. Fait qu'on peut pas me juger, on peut pas penser que je suis en train d'essayer de vendre un service. Je ne fais plus de consultation parce que je veux mieux comprendre Ce qui se passe. ce qui se passe pour être meilleur avec les propriétaires de chiens. Puis, fait que je suis pas en train d'essayer de prendre parti pour une méthode ou plutôt pour une qu'une autre. autre, Ben. On est dans le questionnement, puis quand on aura... Surtout que je t'ai vu travailler puis tu n'utilises pas. Enfin, je veux dire, c'est pas. Bref, en tout cas. Ben, je veux dire, je suis pas quelqu'un d'abusif. Je suis quelqu'un qui a un parcours professionnel qui a... Oui, j'ai abusé dans certaines... Abusé, il faut le définir aussi. Là. Oui. J'ai jamais été... Non, mais il y a peut-être des choses toujours que été tu bien ferais intentionné. Enfin, que tu as appris maintenant, des choses. On que m'a t'aurais- appris Oui, des c'est choses ça. il y a 20-25 ans avec lesquelles je ne suis plus en accord. C'est des méthodes... c'était autre temps, autre mœurs. Puis, Une évolution. Il y a une évolution, puis je me cache pas de ça. Mais j'ai toujours été par amour et bien intentionné. Oui, c'est ça Mais l'important. il y a des choses que je ferais différemment aujourd'hui, puis je me cache de rien. Ouais. Mais, et j'ai été dans une phase, là, quand j'ai fait l'émission à Canal Vie, Maître chez soi, là, de 2007 à 2010, où j'étais, par culpabilité, j'étais devenu un fervent utilisateur, un puriste du renforcement positif, avec beaucoup de récompenses gustatives. Là. Fait que c'est là que que j'ai commencé à être médiatisé, et j'ai été associé de 2007 à 2010 à quelqu'un qui ne faisait que travailler uniquement avec la récompense gustative. ou Alimentaire, presque, ouais. alimentaire. Fait que très associé au renforcement positif. Puis, à un moment donné, quand j'ai décidé d'arrêter de faire Maître chez soi, c'est parce que, à mes yeux, ça avait plus de sens. Fait que j'avais plus les résultats escomptés avec les chiens. Puis là, il commençait à avoir beaucoup d'incohérences. Fait que j'ai ramené des méthodes. Je me suis grisonné un peu. J'ai ramené des méthodes qui, à mes yeux, étaient... Il y avait un équilibre, tu sais. Mais j'ai décidé, à la place des propriétaires de chiens, parce qu'elle venait pas, cette réponse-là. Ouais. Mais là, je Alors leur que le donne patient le micro. partenaire est important. Fait que oui, Fait il que faut je les veux inclure savoir- là-dedans. Et... ouais. C'est ce que je fais avec le chien chaud.
Je les inclus, je t'inclus, j'inclus tous les gens qui vont être interpellés par ces sujets-là, puis on va juste devenir meilleur avec les statistiques que je t'ai dit, le nombre de chiens. Ce que je disais tantôt, ces chiffres-là, c'est juste à Montréal. Là. Fait que c'est sûr, il y en a de plus en plus. C'est peut-être 50% du Québec, mais quand même. Fait que, bref, Mylène, je pense que pour être... bien comprendre ton rôle dans ce show-là. On va conclure là-dessus. Je pense que, en tout cas, moi, je pense que la table est bien mise. Je pense que les gens vont comprendre l'importance que tu as à mes yeux. Puis dans ce projet-là, c'est vraiment un privilège pour moi de t'avoir avec moi. Vraiment, ça m'aide énormément à devenir, personnellement et professionnellement, quelqu'un de meilleur. C'est gentil. Ben moi, pareil. Hein. Je veux dire, on se pose tellement plein de belles questions, puis c'est ça, on ne les a pas les réponses. Fait que, on a des chemins, des avenues qu'on propose, puis après, on verra bien voilà. Ce qui se passe. Mylène, pour moi, c'est un épisode que j'avais vraiment hâte de faire. J'ai eu plus de plaisir que je pensais. Ouais, cool. Puis, ce n'est qu'un au revoir. Ouais, c'est ça. Merci, Mylène. À la prochaine. Le chien chaud.